Bien sûr que la France est un pays négrophobe. Pourquoi tourner autour du pot? Néanmoins, pour accepter cette assertion sans équivoque, il est au préalable nécessaire de passer au crible le patrimoine xénophobe de l'histoire de France. Vous connaissez tous l'expression «le savoir est une arme». En effet, celui-ci est une arme libératrice permettant de décoloniser les esprits. Vous savez, étudier l'histoire ne se résume certainement pas à énumérer des faits, exprimer des doléances et demeurer dans une position victimaire, mais consiste à poser sur le passé la grille de lecture permettant d'obtenir les clés de compréhension de notre présent afin de s'ajuster pour appréhender au mieux notre avenir. Avant de pénétrer dans le cœur du sujet, petit disclaimer. Je vous rassure, il y en aura pour tout le monde. Premièrement, il y a le groupe de ceux qui couinent systématiquement à la victimisation lorsque la vérité émane d'un individu noir. Des esprits faibles, cognitivement limités, gangrénés par l'orgueil qui par médiocrité vont mécaniquement user de cette rhétorique de lâche. Ensuite, nous avons son pendant, le groupe de ceux qui aboient à la radicalité, des personnes vicieuses qui lorsqu'un homme ou une femme noire intrépide se dresse, affirme et défend les intérêts de ses semblables, vont par perversité et complexe de supériorité tenter de discréditer ses propos en le qualifiant d'extrémiste ou de racialiste. Et pour finir, vous avez le groupe, heureusement, des clairvoyants, munis d'une certaine probité intellectuelle, capables d'analyser des faits historiques avec courage, franchise et objectivité, disposant d'une certaine maturité d'esprit, affranchis de tout complexe et qui ont pour boussole l'humilité et l'acceptation de la vérité. Bien évidemment, c'est au dernier groupe que je m'adresse. J'invite alors dès à présent tous les autres à quitter cette vidéo, vos tympans n'étant pas prêts à recevoir ce qui suit. Je précise également, l'analyse, les investigations et le travail que je vais vous présenter à travers plusieurs épisodes n'a aucunement pour objectif d'incriminer ou d'instaurer un climat de culpabilité à l'encontre des Français d'origine vis-à-vis des agissements de leurs ancêtres négrophobes, ou bien de faire naître chez les afrodescendants un sentiment de vengeance ou d'aversion. Détrompez-vous. Le but de mes travaux est de pointer du doigt de manière efficiente, factuelle et limpide le regard hypocrite et pernicieux que l'État français porte à l'égard des peuples africains, et ce, depuis le XVe siècle jusqu'à aujourd'hui. Cette mini-série s'articulera en 3 parties. Première partie, celle-ci, un état des lieux, une synthèse chronologique d'éléments factuels incontestables corroborant le caractère négrophobe immanent à la société française. Une deuxième partie, traitant de l'incapacité de l'État français à assumer et à reconnaître pleinement son passé colonial, ainsi que la banalisation et la tolérance d'un racisme systémique. Enfin, pour troisième partie et dernière, un message adressé aux Noirs de France, concernant l'attitude et les moyens qu'ils doivent mettre en place pour rompre avec ce statu quo et contraindre la société française à les respecter. Pour comprendre comment les peuples africains sont perçus par les peuples locodermes, en l'occurrence ici, par les Français autochtones, il est nécessaire d'examiner dans quelles circonstances le contact entre ces deux peuples s'est établi. Voici quelques éléments non exhaustifs, mais déterminants pour la compréhension de ce phénomène. Le 8 janvier 1454, le Vatican légifère l'esclavage par le biais de la bulle Romanus Pontifex Nicolas V, par laquelle il encourage le roi du Portugal, Alphonse V, à combattre et assujettir les Africains. En voici un court extrait. Nous avions jadis, par de précédentes lettres, concédé au roi Alphonse du Portugal, entre autres choses, la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre tous les Sarrasins, c'est-à-dire les Africains, païens et autres ennemis du Christ, où qu'ils soient avec leurs royaumes, duchés, principautés, domaines, propriétés, meubles et immeubles, tous les biens par eux détenus et possédés, de réduire leurs personnes en servitude perpétuelle, de s'attribuer et faire servir à usage et utilité ces dits royaumes, duchés, contrées, principautés, propriétés, possessions et biens de ces infidèles sarrasins et païens. À partir du XVIe siècle, les pays d'Europe, dont la France, vont constituer et étendre leur empire colonial. Tout d'abord dans les Amériques du Nord, les Antilles et dans l'archipel de l'océan Indien, ensuite en Afrique et dans le Pacifique. Lors de la conférence de Berlin qui s'est tenue du 15 novembre 1884 au 26 janvier 1885, 14 nations et empires vont se partager l'Afrique tel un vulgaire gâteau. Autour de cette table, on y retrouve
l'Allemagne, l'Empire Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Empire ottoman, l'Espagne, les États-Unis, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Russie, l'Empire Suède-Norvège. Quant à la France, elle va en Afrique établir ses colonies dans les pays suivants: Sénégal, Soudan français correspondant à l'actuel Mali, Guinée française, Côte d'Ivoire, Dahomey, Haute-Volta, Mauritanie, Gabon, Congo, Tchad, Oubangui-Chari, actuelle Centrafrique, Togo, Cameroun, Algérie, le Maroc et la Tunisie étant sous protectorat, Madagascar, les Comores. Dans les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Domingue, la Grenade, Saint-Christophe, Sainte-Lucie, Saint-Barthélemy, Saint-Vincent, la Désirade, Tobago, Guyane, l'île de la Réunion et l'île Maurice. Toujours au XIXe siècle, en France, ainsi qu'en Europe, on va assister à la création d'une idéologie négrophobe. Son but étant d'établir une hiérarchisation des races, plaçant l'homme noir comme le chaînon manquant entre le singe et l'homme blanc intellectuellement abouti. Une propagande machiavélique permettant de nourrir l'inconscient collectif et donc, in fine, de justifier l'asservissement des peuples africains, ainsi que le devoir salvateur d'exercer auprès de ces créatures primitives une mission civilisatrice. Pour ce faire, plusieurs voies dans des domaines distincts vont être exploitées. Dans le domaine de la littérature, on va retrouver par exemple l'essai produit par Gobineau intitulé « L'inégalité des races humaines » paru en 1853, une puanteur littéraire, repris et corrigé magistralement par l'haïtien Joseph Anténor Firmin, avec son ouvrage intitulé « De l'égalité des races humaines » paru en 1885, une œuvre d'une rigueur scientifique, une réponse à ce torchon. Un ouvrage que je vous recommande d'ailleurs. Vous trouverez le lien en description. Dans le domaine de la philosophie, je vous laisse prendre connaissance des propos tenus par ceux que l'on nomme les philosophes des Lumières, apparemment intellectuellement pas très bien éclairés. Montesquieu écrit: on ne peut se mettre dans l'idée que Dieu, qui est un être sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes. On commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. Voltaire écrit: les blancs sont supérieurs à ces nègres, comme les nègres le sont aux singes, et comme les singes le sont aux huîtres. Diderot écrit: quoiqu'en général les nègres aient peu d'esprit, ils ne manquent pas de sentiments. Victor Hugo: allez, peuple d'Europe, emparez-vous de cette terre, l'Afrique. Prenez-la. À qui? À personne. Prenez cette terre à Dieu. Dieu donne la terre aux hommes. Dieu donne l'Afrique à l'Europe. Prenez-la. Dans le domaine anthropologique, on peut relever le cas de Sarah Baartman, dit la Vénus Hottentote, qui après avoir été exposée telle une bête de foire à travers toute l'Europe, a terminé son parcours en France, exhibé en cage à côté d'animaux, qui a été maltraité, violé, prostitué, dont le cerveau ainsi que les parties génitales ont été après sa mort disséqués par le naturaliste français Cuvier, toujours dans le but de chercher à prouver que l'homme noir appartiendrait à une race inférieure, celui-ci étant le lien entre l'animal et l'être humain. Dans le domaine de la culture, du divertissement, à l'instar de ses voisins européens et d'outre-Atlantique, la France a organisé à travers l'Hexagone des expositions coloniales, jardins d'acclimatation, villages d'indigènes, communément appelés zoos humains. Au-delà d'une source d'enrichissement pour les organisateurs, c'est une autre manière d'alimenter une hiérarchisation des races, de légiférer la colonisation et de déshumaniser, de souiller la dignité de tous ces peuples étrangers, dits exotiques, venus d'Afrique, d'Asie, d'Océanie. Entre 1800 et 1940, on compte près d'1,5 milliard de personnes ayant visité ces zoos humains. Dans le domaine de l'art, de la publicité, voici quelques affiches de propagande négrophobe. Est-il vraiment nécessaire de commenter ces illustrations lorsque les images s'avèrent plus explicites que les écrits?